Donc, page 4. Alors nous avons ici l'introduction qui nous indique que ce travail pratique, et donc, ce TP, quand vous êtes dans lecture pour la première fois, nous servir pour nous questionner sur des options que nous avons prises, donc construire un outil qui permette une mise en évidence des conceptions des enseignants. Cet outil pourrait servir à chaque enseignant individuellement. Il pourrait s'auto-évaluer, savoir où il en est avec les compétences, et avec leur évaluation, donc, page 4. Alors nous avons ici l'introduction qui nous indique que ce travail pratique, ce TP, va nous servir pour nous questionner sur des options que nous avons prises, donc construire un outil qui permette une mise en évidence des conceptions des enseignants. Cet outil pourrait servir à chaque enseignant individuellement. Il pourrait s'auto-évaluer, savoir où il en est avec les compétences, et avec leur évaluation, afin de le situer par rapport aux compétences de leur évaluation à l'école. Donc, il peut servir aussi d'identifiant pour les conceptions qui dominent au sein de son établissement. Parce que si on fait des tests, si on interviewe, qu'on fait des tests sur une grande partie des enseignants de son école, on va avoir une idée générale de comment, pourquoi, comment et avec quelle méthode. Déjà dans 3 phases, mais nous le verrons plus loin. Selon Marcel Craig. Donc, en voulant diminuer l'échec scolaire, et incompétent, puisqu'il en aurait déjà 800. Voyez-vous, c'est une logique implacable. Ce qui peut être dit en faveur des compétences, c'est qu'elles stimulent l'inventivité pédagogique et didactique. En effet, chercher à faire acquérir une compétence à un sujet, c'est organiser pour lui une situation d'apprentissage, ce qui implique d'identifier une tâche mobilisatrice qui va lui permettre de se mettre en route. Repérer l'obstacle dont le franchissement permettra d'effectuer un progrès décisif, lui permettant de faire un saut cognitif. 3. Pouvoir prévoir l'ensemble des ressources et des contraintes qui permettront au sujet de surmonter lui-même l'obstacle. Accompagner l'activité de l'apprenant en mettant en place des procédures de réflexion sur son activité, ce qu'on nomme la métacognition. Avoir en ligne de mire tout au long de la démarche l'objectif en termes de compétences réinvestissables par le sujet à sa propre initiative dans des situations du même type. Jérôme Lunaire nous dit récemment dans un entretien accordé au Monde: à mon sens, le but de l'école n'est pas de façonner l'esprit des élèves en leur inculquant des savoirs spécialisés dont ils ne comprennent pas le sens et la raison d'être. Il faut que les élèves s'approprient une culture intégrée, intégrant les connaissances à partir des questions qu'ils se posent. Pour cela, il faut contester les programmes tout faits. On doit mettre en doute
discuter, explorer le monde. C'est ainsi que l'on s'approprie la culture, que l'on devient un membre actif d'une société. Qu'entend-on par construction de compétences? Construire une compétence, c'est être capable de résoudre précisément un problème donné, dans une situation donnée. C'est parce qu'on a analysé une situation que l'on peut réagir de manière pertinente à cette situation. Et que cette capacité d'analyse se convertit en capacité d'utiliser cette compétence dans d'autres situations où elle s'avère aussi pertinente. C'est son niveau d'expertise qui en garantit le transfert. Plus on en est expert dans une compétence spécifique, c'est-à-dire plus on comprend ce que l'on fait et ce que l'on construit, plus cette compétence sera intégrée. Et donc, grâce à l'acquisition de nouveaux mécanismes cognitifs, on devient apte à construire de nouvelles compétences. C'est cet effet amplificateur qui donne le sentiment que les acquisitions dans un domaine peuvent se répercuter dans un autre. La compétence à l'école, un outil pour penser le transfert. Si on enseignait uniquement à réussir en classe, l'école ferait un investissement considérable pour un bénéfice dérisoire. L'école doit en effet enseigner des choses qui pourront être réutilisées à l'extérieur, dans un autre contexte. C'est pourquoi il est plus important de savoir qu'on sait que de savoir tout simplement. Car celui qui sait, sans savoir qu'il sait, doit attendre qu'on lui demande d'utiliser ce qu'il a appris pour qu'il l'utilise. Celui qui sait qu'il sait, en revanche, n'est plus dépendant de cette demande. Il peut prendre l'initiative et prendre le risque de mettre ses compétences en action. Comment sait-on qu'une compétence est acquise? Par l'effet d'âge. Philippe Mériot, si la compétence n'existait pas, il faudrait l'inventer, nous dit-il. La tâche est aussi ce qui va fournir, en cas de succès, la satisfaction narcissique et, en cas d'échec, engendrer la déception et contribuer à la dégradation de l'image de soi. Il y a 20 ans, on se souvient pas de tous les exercices que l'on a effectués pour apprendre à lire. On n'a pas conservé la totalité des cahiers de cours préparatoires. Mais l'on sait dire. Ce qui a été construit à l'occasion de cette multitude de tâches oubliées a bien été conservé. C'est devenu une compétence que la personne s'est complètement appropriée, qu'elle met en œuvre librement. On devrait s'intéresser au temps, en réalité, et bien plus à la manière dont l'élève arrive au bout de la piscine ou en haut de la falaise qu'au fait de les trouver le plus rapidement possible. Ainsi, dans l'école, contrairement à ce qui se passe dans le circuit économique, le produit n'est qu'un prétexte exercice de voir dossiers, exposés, mouvements et exhibitions de toutes sortes. Tout cela n'a en soi aucun véritable intérêt. Ils ne sont utilisés que dans la mesure où ils permettent de témoigner de compétences qui leur survivront très largement. À l'école, c'est l'action d'apprendre qui permet d'acquérir les compétences. Et dès que l'objectif est constitué par des compétences, les performances réalisées par les élèves ne peuvent être considérées que comme des indicateurs inévitablement approximatifs. Mais attention, la réussite d'une tâche ne garantit pas la réussite dans
autre contexte, ni pour elle, ni pour d'autres tâches de la même famille. On peut objectiver et se dire que lorsqu'une tâche est réussie, la probabilité d'en réussir d'autres de la même famille soit très probable, mais cependant jamais on ne pourra le certifier dans l'absolu. Existe-t-il une typologie des compétences? Sans doute, un modèle en 3 phases. Vincent Carrette déclare avoir mis en évidence 3 degrés de compétences différents. Premier degré, les compétences élémentaires ou des procédures automatisées. Ce ne sont pas des compétences, au sens propre, mais nous gardons le terme puisqu'il figure dans les référentiels. Cette automatisation des procédures est essentielle. Deuxième degré, des compétences élémentaires avec cadrage. Il s'agit de savoir choisir parmi ces compétences. Qu'entend-on par construction de compétences? Construire une compétence, c'est être capable de résoudre précisément un problème donné, dans une situation donnée. C'est parce qu'on a analysé une situation que l'on peut réagir de manière pertinente à cette situation. Et que cette capacité d'analyse se convertit en capacité d'utiliser cette compétence dans d'autres situations où elle s'avère aussi pertinente. C'est son niveau d'expertise extrêmement parlant, qui est celui du patineur artistique ou du danseur. Je peux effectivement observer une performance d'un patineur artistique de 2 manières. Soit en découpant l'ensemble de la séquence du patinage en une série de compétences techniques qui s'enchaînent les unes aux autres de manière maîtrisée, et je vais aller là vers une approche qui... Les acquisitions dans un domaine peuvent se répercuter dans un autre. La compétence à l'école, un outil pour penser le transfert. Si on enseignait uniquement à réussir en classe, l'école ferait un investissement considérable pour un bénéfice dérisoire. L'école doit en effet enseigner des choses qui pourront être réutilisées à l'extérieur, dans un autre contexte. C'est pourquoi il est plus important de savoir une compétence que de savoir parce que il a appris car celui qui peu sait, de choses sans savoir, en mathématiques. Généralement, à ce moment-là, il sait additionner des nombres. L'addition sans retenue n'est plus dépendant de cette demande. Il commence à apercevoir la soustraction et généralement il a appris aussi la comparaison de nombres de taille raisonnable, de nombres de Comment c'est donc qu'une compétence est acquise? Il a donc, par l'effet d'âge. Voilà, c'est ça ses ressources. Il est face à ça et inévitablement face à ça, il va se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut ajouter? Est-ce qu'il faut soustraire? Comme disent les enfants, moi que je rencontre en Belgique, est-ce qu'il faut faire plus ou contribuer à la dégradation de l'image de soi? Il y a 20 ans, on se souvient pas de tous les exercices que l'on a effectués pour apprendre à lire. On n'a pas conservé la totalité des cas librement. On devrait s'intéresser au temps en réalité est bien plus et complexe. On devrait s'intéresser au temps en réalité est bien plus à la manière dont les... On devrait s'intéresser au temps en réalité est bien plus à la manière dont les lettres forts, au sens fort. Existe-t-il un lien entre une compétence et une tâche?
Le terme de tâche est très important. Bernard Rey l'affirme. La tâche est hétérogène et, par ses constituants, et homogène par sa finalité. Si vous voulez, une tâche, les moyens de la réaliser, c'est des moyens très divers, donc très hétérogènes, tandis que son évaluation repose toujours sur l'accomplissement, l'utilisation des compétences. Donc,